Dans un petit village entouré de montagnes majestueuses et de champs fertiles, vivait un jeune paysan nommé Luc. Il était connu dans le village pour sa bonté et pour toujours aider les nécessiteux, mais sa propre vie était remplie de défis. La récolte de cette année avait été maigre en raison d'une longue sécheresse, et la perte de sa famille, dans un accident tragique, avait laissé Luc dévasté et sans espoir. Malgré ses efforts pour prendre soin de sa petite propriété, il voyait ses ressources s'épuiser jour après jour, et une ombre de désespoir commençait à s'installer dans son cœur. Les jours passaient lentement comme des prisonniers enchaînés. Autant. Les yeux de Luc, autrefois pleins de vie, reflétaient maintenant le vide de celui qui avait tout perdu. Ses mains calleuses par le travail ardu semblaient chercher dans le sol sec quelque chose au-delà des grains, peut-être un signe, une réponse au silence que le ciel lui offrait. Les murs de la petite maison qui autrefois abritaient des rires et des conversations n'étaient plus qu'un écho du son de la solitude, un compagnon fidèle et implacable qui le suivait comme son ombre. Les nuits les plus sombres, lorsque le silence semblait étouffer même les criquets du champ, Luc s'asseyait à la porte de sa cabane et contemplait les étoiles. Il se souvenait des histoires que son père racontait sur la manière dont chaque étoile représentait une âme partie de ce monde. « Vous êtes là-bas », murmurait-il, tandis que des larmes silencieuses traçaient des chemins sur son visage. « Poussiéreux, pouvez-vous me voir d'ici, perdu et sans direction ?» Un matin, alors qu'il marchait sur un sentier à la recherche de solutions, Luc rencontra une figure mystérieuse. C'était une femme âgée, aux cheveux argentés comme la lumière de la lune et aux yeux profonds qui semblaient refléter la sagesse de 1000 vies. Elle portait des vêtements simples, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui transmettait une dignité inhabituelle. Elle se présenta comme Madame Claire, une voyageuse qui passait par le village à la recherche d'histoires à raconter. Voyant la tristesse de Luc, elle s'approcha comme on s'approche d'un animal blessé, avec soin et respect. « Jeune homme », dit-elle d'une voix qui rappelait le chuchotement des feuilles au vent, « tes yeux portent le poids du monde. Quel fardeau est ce qui courbe tes épaules ?» Luc hésita. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas partagé ses pensées avec quelqu'un que les mots semblaient rester prisonniers dans sa gorge, comme des oiseaux qui avaient oublié comment voler. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Madame Claire, une compréhension silencieuse qui l'invitait à parler. Entre des larmes qui surgiraient sans avertissement, comme une tempête en pleine journée claire, Luc se confia sur ses difficultés, sa solitude et le sentiment que tout était perdu. Il parla de la sécheresse qui frappait ses terres, de l'accident qui avait emporté sa famille, des jours où il se réveillait sans savoir s'il valait la peine de continuer. Des mots douloureux s'échappaient de ses lèvres comme le sang d'une plaie ouverte, tandis que Madame Claire écoutait attentivement, sans interrompre, sans juger. « Parfois, je pense qu'il vaudrait mieux abandonner », avoua Luc, la voix étranglée par l'émotion. « Qu'est-ce qui me reste ici? Une terre qui refuse de donner des fruits, une maison vide de voix et de cœur. Chaque jour, je sens que je m'enfonce plus dans un puits sans fond, et les cordes, qui pourraient me sauver, sont hors de ma portée. » Madame Claire écouta attentivement, et à la fin sourit. Ce n'était pas un sourire de joie superficielle, mais le genre de sourire qui porte la compréhension et la compassion. Ses yeux brillaient comme si elle gardait un ancien secret, sur le point d'être révélé. « Laisse-moi te raconter une histoire », dit-elle en s'asseyant sur un rocher près du chemin. « L'histoire d'une rose que j'ai rencontrée lors de mes voyages. » Luc s'assit sur le sol poussiéreux, comme un enfant prêt à écouter une fable avant de dormir. Le vent doux faisait osciller les branches des arbres, créant une mélodie douce qui berçait les paroles de l'ancienne dame. « Dans une terre lointaine, » commença Madame Claire, « il y avait un champ aride, frappé par le soleil et abandonné par les hommes. Rien ne poussait là, à part des pierres et du désespoir. Les voyageurs évitaient cet endroit, l'appelant « vallée des ombres », car ils croyaient même que la lumière du soleil perdait son éclat en touchant cette terre. Un jour, sans que personne ne sache comment, une petite graine de rose fut emportée par le vent jusqu'à ce champ désolé. Elle tomba parmi les pierres et, contre toute attente, trouva une petite poche de terre humide. Là, protégée par les propres obstacles qui auraient dû empêcher sa croissance, la graine commença son travail silencieux. Les jours, les semaines, les mois passèrent. La graine luttait contre l'aridité, contre la chaleur implacable, contre le manque de nutriments. Ses racines s'étendaient profondément,
cherchant de l'eau dans les entrailles de la terre. Sa tige, encore fragile, se dressait lentement, comme une prière silencieuse au ciel. Des épines poussaient pour la protéger des animaux affamés qui pourraient la dévorer. Un voyageur qui passait par là remarqua ce point vert au milieu de la désolation. Curieux, il s'approcha et vit le miracle. Un bouton de rose encore fermé mais plein de promesses. Impressionné, le voyageur détourna son chemin initial et alla jusqu'au village le plus proche raconter ce qu'il avait vu. Les gens rirent de lui. Une rose dans la vallée des ombres? Impossible, disait-il. Le soleil doit avoir affecté son esprit, se moquaient d'autres. Mais parmi eux se trouvait un vieux sage qui écouta l'histoire attentivement. Voyons cette rose, dit-il. Et ainsi, un petit groupe partit pour la vallée, plus par curiosité que par croyance. Lorsqu'ils arrivèrent, l'émerveillement prit possession de tous. Là elle était, une rose rouge, entièrement épanouie, émettant un parfum qui semblait hors de ce monde. Ses pétales, d'un rouge profond comme le sang de la terre, brillaient sous le soleil comme s'ils étaient faits de velours et de rosée. Et autour d'elle, ils remarquèrent quelque chose d'encore plus surprenant. De petites taches de verre commençaient à apparaître sur le sol, auparavant stérile. La rose non seulement avait survécu, elle transformait la vallée. Son parfum attirait les abeilles et les papillons. Ses racines ouvraient la voie pour que l'eau pénètre dans le sol, sa beauté défiant la désolation environnante. Les gens commencèrent à visiter la vallée, non plus pour l'éviter, mais pour contempler le miracle. Ils apportèrent de l'eau, soignèrent le sol autour, plantèrent d'autres graines. En quelques années, la vallée des ombres devint connue sous le nom de vallée de la rose solitaire, un lieu de pèlerinage pour ceux qui avaient perdu espoir et cherchaient un signe que la vie trouve toujours un chemin. Madame Claire fit une pause, ses yeux fixés sur un point lointain, comme si elle pouvait voir cette rose au-delà de l'horizon du temps. « Vois-tu, Luc » continua-t-elle, ramenant son regard vers le jeune homme. « Parfois, ce qui semble perdu n'est qu'une opportunité de renaître. La beauté et la foi peuvent germer dans les terrains les plus inhospitaliers. Cette rose ne savait pas que le sol était stérile, que le climat était hostile, que tous avaient abandonné cet endroit. Elle a simplement fait ce qui était dans sa nature. Grandir, fleurir, parfumer le monde. » Luc écoutait, absorbé. Les mots de Madame Claire tombaient dans son cœur comme des gouttes de pluie sur une terre assoiffée. Pendant un bref moment, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une étincelle de possibilité, un souffle de vie au milieu des cendres de ses rêves. « Comment puis-je être comme cette rose ?» demanda-t-il. Sa voix à peine un murmure. « Comment puis-je fleurir quand tout autour de moi semble mort ?» Madame Claire sourit à nouveau, et cette fois son sourire illumina son visage comme le soleil levant. « Regarde en toi, Luc. La graine est déjà là, en attente. Tout ce que tu as à faire est de l'alimenter avec la foi et de l'arroser avec l'espoir. Le reste viendra naturellement, comme l'épanouissement d'une fleur qui suit l'appel du soleil. » Avec ces mots, l'ancienne dame se leva, ajusta son sac de voyage sur l'épaule et se prépara à poursuivre son chemin. Avant de partir, elle tendit à Luc un petit objet. « Un cadeau », dit-elle, « pour te souvenir de notre conversation. » C'était une graine. Petite, ordinaire, sans rien qui la distinguait de n'importe quelle autre. Mais aux yeux de Luc, elle semblait briller d'une lumière propre. « Merci », murmura-t-il, fermant les doigts autour de la graine, comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux. Madame Claire acquiesça et, sans plus de mots, continua son chemin. Luc resta là, l'observant jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse dans la courbe du sentier. Puis il regarda la graine dans sa main et sentit quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine. Un mouvement subtil, comme si son cœur, qui avait été dormeur pendant si longtemps, commençait à se réveiller. Inspiré par les paroles de Madame Claire, Luc décida de ne pas se laisser abattre. Avec une nouvelle détermination, il rangea la graine dans sa poche et retourna à la maison. Sur le chemin, quelque chose de curieux se produisit. Il commença à remarquer des détails qui auparavant passaient inaperçus. Le vert des feuilles semblait plus vif, le chant des oiseaux plus mélodieux, même l'air semblait plus léger dans ses poumons. Arrivé chez lui, il s'assit à la table et pour la première fois depuis longtemps, se permit de se souvenir non seulement de la perte de sa famille, mais aussi des leçons et des traditions qu'il lui avait laissées.
Son père disait toujours que la terre était vivante et qu'elle écoutait ceux qui la traitaient avec respect. Sa mère lui avait appris que la patience était la plus précieuse des vertus et que les fruits les plus doux étaient ceux qui mettaient le plus de temps à mûrir. Avec ses souvenirs en tête, Luc réalisa qu'il avait ignoré une connaissance ancestrale qui coulait dans ses veines. Sa famille avait toujours valorisé la résilience et la connexion avec la terre. Ils n'étaient pas seulement des agriculteurs, ils étaient les gardiens d'une compréhension profonde des cycles de la vie, de la mort et de la renaissance. Le lendemain matin, au lever du soleil, Luc prit une décision qui changerait sa vie, pour toujours. Avec l'image de la rose dans le désert encore vivante dans son esprit, il décida de creuser un puits sur sa propriété. Il n'y avait aucune garantie qu'il trouverait de l'eau, mais quelque chose en lui, peut-être la graine que Madame Claire avait plantée dans son cœur, lui disait que c'était la bonne direction. Il choisit un endroit près de sa maison où les arbres semblaient plus verts et le sol moins desséché. Armé d'une pelle, d'un seau et d'une détermination renouvelée, Luc commença à creuser. Chaque coup de pelle dans la terre était un acte de foi, chaque centimètre de profondeur, une affirmation qu'il croyait en un avenir meilleur. Les premières heures furent encourageantes, impulsées par l'enthousiasme initial. Mais à mesure que le soleil montait dans le ciel et que la chaleur s'intensifiait, la tâche devenait de plus en plus ardue. La sueur coulait sur son visage, se mêlant à la poussière et formant des ruisseaux de boue sur sa peau. Ses muscles, peu habitués au travail intense après des mois d'apathie, protestaient à chaque mouvement. À la fin du premier jour, Luc avait creusé un trou considérable, mais il n'y avait aucun signe d'eau. Épuisé, il s'allongea dans son lit, sentant chaque fibre de son corps endolori. Avant de s'endormir, il toucha la graine que Madame Claire lui avait donnée, maintenant gardée dans un petit sachet suspendu à son cou. « Demain, murmura-t-il, demain je continuerai. » Le deuxième jour fut encore plus difficile. L'excitation initiale avait diminué, et la réalité de la tâche monumentale qu'il avait entreprise commençait à peser sur ses épaules. La terre devenait plus dure à mesure qu'il creusait plus profondément, et de grosses pierres bloquaient son chemin, nécessitant un effort supplémentaire pour être enlevé. En milieu d'après-midi, Luc s'assit au bord du trou, découragé. « Peut-être que je suis fou, » pensa-t-il. « Peut-être qu'il n'y a pas d'eau ici et que je gaspille les dernières forces qu'il me reste. » C'est à ce moment de faiblesse qu'il entendit un son, faible au début, puis plus clair. C'était le chant d'un oiseau, une mélodie simple mais belle qui semblait dirigée spécialement vers lui. En levant les yeux, il vit un oiseau bleu perché sur une branche proche, son petit corps se détachant contre le ciel. Luc sourit. « Tu es venu me donner du courage, petit ami ?» Comme en réponse, l'oiseau chanta de nouveau, une séquence de notes qui semblait dire « Continue, continue ». Et Luc continua. Jour après jour, soleil après soleil, il creusait. Parfois, la frustration menaçait de le dominer et le désir d'abandonner devenait presque irrésistible. Mais alors, il se rappelait la rose dans le désert, la graine dans sa poitrine, les paroles de Madame Claire, et il continuait. Chaque coup de pelle qu'il donnait dans la terre était accompagné du souvenir de ses parents et de la croyance que, s'il maintenait la foi, il pourrait trouver de l'eau. Dans les moments les plus difficiles, il récitait comme un mantra les histoires que son père racontait sur des ancêtres qui avaient affronté des sécheresses encore pires et trouvé des moyens de survivre. Au fil des jours, quelque chose commença à changer en Luc. Non seulement son corps, qui se renforçait grâce au travail constant, mais aussi son esprit. La douleur de la perte de sa famille, elle était toujours là, une présence constante dans son cœur, mais maintenant, elle était accompagnée de quelque chose de nouveau, un sens du but, une connexion renouvelée avec la vie. Dans ce moment de lutte, Luc commença à voir les petites conquêtes autour de lui. Le chant des oiseaux qui semblait accompagner son travail, les fleurs sauvages qui éclosaient au bord de sa propriété, la brise douce qui caressait son visage au moment les plus chauds de la journée. C'étaient des bénédictions simples, facilement ignorées dans les jours de désespoir, mais qui brillaient maintenant comme de petits joyaux dans sa conscience. Un après-midi, après presque 2 semaines de travail ininterrompu, Luc remarqua quelque chose de différent. La terre au fond du puits, qui atteignait déjà près de 5 mètres de profondeur, semblait plus sombre, plus humide. Avec le cœur battant, il intensifia ses efforts.
Chaque pelle de terre qu'il enlevait confirmait sa suspicion. Il se rapprochait de l'eau. Lorsque le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de tons orangés et pourpres, Luc sentit un changement dans la terre sous ses pieds. Un son doux, presque imperceptible, parvint à ses oreilles. Le son de l'eau se déplaçant dans les profondeurs. Avec un nouvel élan, il continua à creuser, maintenant à main nue, sentant la terre humide entre ses doigts. Soudain, un petit jet d'eau surgit du sol, mouillant ses mains et éclaboussant son visage. Le son de l'eau jaillissant remplissait ses oreilles, comme la plus belle des musiques. Et en creusant plus profondément, il trouva une source qui semblait apporter avec elle la propre vie. Luc tomba à genoux, des larmes se mêlant à l'eau, qui montait rapidement, formant une petite flaque autour de lui. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse comme celles qu'il avait versées pendant tant de mois, mais de gratitude, de soulagement, d'une joie si intense qu'elle semblait ne pas tenir dans sa poitrine. « Merci », murmura-t-il, sans savoir exactement à qui il remerciait. À Dieu, à la mémoire de ses parents, à la mystérieuse Madame Claire, ou à la propre terre qui lui offrait maintenant son trésor le plus précieux. Merci de ne pas m'avoir laissé abandonner. Cette nuit-là, Luc dormit profondément pour la première fois depuis des mois, bercé par le doux murmure de l'eau qui continuait de jaillir du puits. Ses rêves étaient peuplés de rosiers qui fleurissaient dans des terres arides et d'oiseaux bleus chantant des mélodies d'espoir. Le matin suivant, à peine croyant ce qui s'était passé, Luc se rendit au village. En traversant les rues étroites, il remarqua comment les gens le regardaient différemment, non plus avec pitié ou inconfort, comme dans les jours suivant la tragédie, mais avec curiosité. Il y avait quelque chose dans sa démarche, dans son regard, qui attirait l'attention. Luc appela l'un des villageois, un homme d'une quarantaine d'années qui travaillait comme forgeron. « Cela fait longtemps que nous ne t'avons pas vu par ici. Comment ça va ?» Luc sourit, un sourire sincère qui illumina son visage comme le soleil levant. « J'ai trouvé de l'eau sur ma propriété, » dit-il, incapable de contenir l'enthousiasme dans sa voix. Un puits bien près de la maison. La nouvelle se répandit rapidement, comme un feu dans la paille sèche. Dans une région frappée par la sécheresse, la découverte d'une nouvelle source d'eau était un motif de célébration. Bientôt, Luc était entouré de voisins qui voulaient en savoir plus, qui le félicitaient, qui exprimaient étonnement et admiration pour ce qu'il avait accompli seul. « Comment as-tu su où creuser ?» demanda une vieille femme, ses yeux ridés brillants de curiosité. Luc hésita. Comment expliquer la rencontre avec Madame Claire, l'histoire de la rose, la graine qu'il portait désormais près de son cœur? Comment parler de foi et d'espoir à des personnes qui luttaient quotidiennement simplement pour survivre? « J'ai senti », répondit-il finalement. Quelque chose m'a dit que l'eau était là, en attente. À sa grande surprise, personne ne rit ou ne se moqua de sa réponse. Au contraire, il y eut des signes de compréhension, comme si cette explication simple avait tout son sens dans un monde où tant de choses restaient inexplicables. « Tu as de la chance, garçon », dit un homme plus âgé, donnant des tapes amicales sur son épaule. Ou peut-être est-ce plus que de la chance. En rentrant chez lui ce jour-là, Luc emportait avec lui plus que les provisions qu'il avait achetées au village. Il emportait aussi un sentiment renouvelé d'appartenance, de faire partie d'une communauté qui, malgré les difficultés, avançait ensemble. Dans les jours qui suivirent, Luc travailla à améliorer le puits. Il construisit une structure simple autour pour protéger l'eau et faciliter sa collecte. Il planta des arbres à proximité, sachant que leurs racines aideraient à maintenir le sol ferme et empêcheraient les glissements de terrain. Et, dans un petit acte symbolique qui signifiait beaucoup pour lui, il planta la graine que Madame Claire lui avait donnée dans un endroit spécial, près du puits. Bientôt, sa propriété commença à montrer des signes de récupération. Avec un accès régulier à l'eau, Luc put irriguer un petit potager, où il planta des légumes et des herbes. Les poules, qui s'étaient amincies pendant la sécheresse, picoraient maintenant joyeusement dans la cour revitalisée. Même les arbres fruitiers, qui semblaient au bord de la mort des mois auparavant, montraient des bourgeons verts et des promesses de récoltes futures. Mais la transformation la plus significative ne résidait pas dans la terre, elle était dans les gens. La nouvelle du puits de Luc s'était répandue au-delà du village, attirant des visiteurs de lieux éloignés. Beaucoup venaient par curiosité, d'autres par besoin. Et Luc, se souvenant de
Ces jours de désespoir ne refusaient de l'eau à personne. Un jour, un groupe de familles arriva à sa porte. C'étaient des personnes maigres, avec des vêtements usés et des yeux qui avaient vu plus de souffrance que de joie. Ils venaient d'une région encore plus frappée par la sécheresse, où beaucoup étaient déjà morts de faim et de soif. « Nous avons entendu parler de ton eau », dit le chef du groupe, un homme grand et digne malgré sa condition. « Nous avons voyagé 3 jours pour arriver ici. Pourrais-tu nous aider ?» Luc regarda ces personnes, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, et vit en eux le reflet de sa propre douleur passée. Sans hésiter, il indiqua le chemin du puits. « L'eau est un cadeau, dit-il. Elle ne m'appartient pas plus. Qu'aux nuages ou aux rivières. Buvez, rafraîchissez-vous, prenez ce dont vous avez besoin. » La gratitude dans les yeux de ces personnes fut une récompense plus grande que n'importe quel trésor matériel. Pendant qu'ils apaisaient leur soif et remplissaient leurs gourdes, Luc sentit une profonde paix s'installer dans son cœur. C'était comme si chaque gorgée d'eau qu'il offrait lavait un peu plus l'amertume qu'il avait un jour consumée. Certaines de ces familles décidèrent de rester. Avec la permission de Luc, elles s'établirent sur des terres proches, construisant des cabanes simples et commençant leur propre plantation. Luc ne partageait pas seulement son eau, mais aussi son savoir. Il leur enseigna des techniques de culture qui pourraient ressusciter la terre épuisée, montrant comment chaque plante avait sa place et son but, comment chaque action humaine pouvait être un acte de guérison ou de destruction. « La terre nous parle », disait-il, répétant les mots de son père. « Nous devons simplement apprendre à écouter. » Avec le temps, le petit village se transforma. L'eau apporta des plantes et la richesse au sol, permettant à chaque maison d'avoir ce dont elle avait besoin. De nouvelles constructions apparaissaient, de nouveaux chemins s'ouvraient, de nouvelles voies remplissaient l'air auparavant silencieux. La communauté, qui auparavant vivait dans le désespoir, prospérait maintenant dans l'union et la collaboration. Luc, sans s'en rendre compte ou chercher une telle position, devint un leader de la communauté. Non par imposition ou ambition, mais par le respect naturel que les gens ressentaient pour lui. Dans les réunions tenues à l'ombre d'un grand arbre près du puits, sa voix était écoutée avec attention, et ses conseils, toujours réfléchis et compatissants, aidaient à résoudre les disputes et à planifier l'avenir. Il promouvait la solidarité et l'entraide entre les villageois, encourageant des systèmes d'échange qui bénéficiaient à tous. Lorsqu'une personne rencontrait des difficultés, une mauvaise récolte, une maladie, tout revers, la communauté se mobilisait pour aider, tout comme il l'avait fait pour lui dans ses moments les plus sombres. Au milieu de ces nouvelles responsabilités, Luc n'oublia jamais Madame Claire et son histoire sur la rose dans le désert. Souvent, lorsqu'il marchait dans les champs maintenant verdoyants, il imaginait où elle serait, quelles autres histoires elle raconterait, quelles autres vies elle toucherait avec sa sagesse. Un après-midi, alors qu'il supervisait la construction d'un nouveau système d'irrigation qui amènerait de l'eau à des champs plus éloignés, Luc aperçut une silhouette familière sur la route menant au village. Son cœur s'accéléra en reconnaissant la démarche sereine, les cheveux argentés, la dignité qui émanait même à distance. Madame Claire était revenue. Abandonnant ses outils, Luc courut à la rencontre de l'ancienne dame, sans se soucier des regards curieux qui le suivaient. Lorsqu'il s'approcha suffisamment pour voir son visage, il remarqua qu'elle souriait, comme si elle attendait déjà ce moment. « Tu es revenu », dit-il, incapable de dissimuler l'émotion dans sa voix. « Je m'étais promis de revenir voir comment allait le jeune homme aux yeux tristes que j'ai rencontré sur ce sentier, » répondit-elle, son regard parcourant le paysage transformé. « Mais il semble qu'il n'existe plus. » Luc sourit, comprenant la signification derrière ces mots. En effet, l'homme qu'il était, perdu, désespéré, consumé par la douleur, avait laissé place à quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait redécouvert le but et le sens de la vie. « Viens », l'invita-t-il, offrant son bras à Madame Claire. « Il y a beaucoup de choses que je veux te montrer. » Alors qu'ils marchaient ensemble vers le village, Luc lui raconta tout ce qui s'était passé depuis leur dernière rencontre. Le puits, l'eau, les personnes venues, la communauté qui avait fleuri. Il parla aussi de la graine qu'elle lui avait donnée, maintenant une petite plante qui grandissait près du puits. « Elle n'a pas encore fleuri », expliqua-t-il, avec une touche de déception dans la voix. « Mais elle grandit un peu chaque jour. » Madame Claire sourit,
ce sourire mystérieux qui semblait contenir des secrets de l'univers. « Les plus belles fleurs sont celles qui mettent le plus de temps à éclore, dit-elle. Et certaines fleurs, Luc, ne sont pas faites de pétales, mais d'actions et de choix qui transforment le monde autour de nous. » À leur arrivée au village, Madame Claire fut accueillie avec curiosité et respect. Les enfants, en particulier, étaient attirés par elle, se rassemblant autour d'elle pour écouter les merveilleuses histoires qu'elle racontait sur des terres lointaines et des personnes extraordinaires. Pendant son séjour, qui dura plusieurs semaines, Madame Claire et Luc se retrouvaient souvent au crépuscule, assis près du puits qui avait tout changé. Ils partageaient de nouvelles histoires de dépassement et de transformation sur des personnes qui, comme la rose dans le désert, avaient fleuri dans des circonstances impossibles. Les leçons d'elle devinrent un guide pour Luc dans son nouveau rôle de leader, et leur rencontre était toujours remplie de rires, d'apprentissage et de gratitude. Luc se rendait compte que, malgré sa fragilité physique apparente, Madame Claire possédait une force intérieure inébranlable, une sagesse qui venait non seulement des livres et des études, mais de l'expérience vécue dans toute son intensité. « Comment as-tu su ?» demanda-t-il une nuit, tandis qu'ils observaient les étoiles se refléter sur la surface calme de l'eau du puits. « Comment as-tu su que je trouverais de l'eau? Que tout cela, fit-il un geste en indiquant le village prospère, serait possible ?» Madame Claire resta silencieuse un moment, ses yeux fixés sur le ciel nocturne. « Je ne savais pas, » répondit-elle finalement, tout comme la rose ne savait pas qu'elle fleurirait dans le désert. Mais j'ai vu en toi ce que nous possédons tous et que peu reconnaissent, la capacité de renaître de ses propres cendres, de trouver la lumière même dans la plus profonde obscurité. Lorsque vint le moment pour Madame Claire de partir, tout le village se réunit pour lui dire au revoir. Les enfants lui offrirent des fleurs cueillies dans les champs, les femmes lui proposèrent des pains et des douceurs pour son voyage, les hommes s'inclinèrent en signe de respect. Luc, le cœur serré mais en paix, l'accompagna jusqu'au début du sentier qui la conduirait loin. « Je reviendrai », promit-elle, tenant les mains de Luc entre les siennes. « Peut-être lorsque cette graine donnera sa première fleur. »« Je t'attendrai », répondit-il, sachant que, peu importe quand ou si elle reviendrait, sa présence resterait vivante dans tout ce qu'il avait aidé à créer. L'histoire de Luc se répandit dans toute la région, transmise de bouche à oreille, parfois embellie, d'autres fois simplifiée, mais toujours portant son essence. Elle devint un symbole d'espoir pour les communautés frappées par la sécheresse. Un rappel que même dans les moments les plus difficiles, la persévérance et la foi peuvent ouvrir des chemins là où il n'y avait auparavant que la désolation. Les voyageurs qui passaient par le village revenaient dans leurs terres avec des récits sur l'homme du puits, comme Luc avait commencé à être connu. Il parlait de comment il avait transformé une propriété au bord de la ruine en un oasis de vie et de prospérité, de comment il avait construit non seulement un puits, mais une communauté entière basée sur des valeurs de coopération et de respect mutuel. Ces histoires inspiraient les gens à croire que même lorsque tout semble perdu, la clé du changement est en chacun de nous. Certains, touchés par l'exemple de Luc, trouvaient le courage d'affronter leurs propres défis, de creuser leur propre puits métaphorique à la recherche des eaux de l'espoir.